La première partie de ce cours va porter sur l'étude des parois de la cage thoracique et nous allons montrer comment cette paroi semi-rigide va être un moteur essentiel dans la respiration. Le cours sur les parois du thorax sera composé de trois parties successives. Nous verrons tout d'abord la structure osseuse et cartilagineuse de la paroi thoracique. Nous ne reviendrons pas sur les structures du rachis qui auront été étudiées dans un autre cours. Puis, nous montrerons ensuite qu'il existe une paroi musculaire. Ce sera essentiellement l'étude des espaces intercostaux. Puis, dans le chapitre suivant seulement, nous aborderons le cours sur le diaphragme thoraco-abdominal. La première structure osseuse que l'on va pouvoir présenter, c'est l'os sternum. C'est en quelque sorte la clé de voûte de la cage thoracique. C'est un os impair, médian, qui est le plus ventral dans la cage thoracique. C'est cette structure osseuse qui est facilement palpable sous la peau du thorax. C'est un os plat, qui est composé de trois segments osseux, le manubrium sternal, qui est sa partie la plus crâniale, manubrium signifiant que cet os en trois parties ressemble à un glaive de gladiateur et que cette première partie ressemble à la poignée de ce glaive. La lame du glaive, c'est le corps du sternum, la partie la plus étalée dans le sens crânio-caudal, et la pointe du glaive, c'est le processus xiphoïde, qui est également la portion la plus caudale du sternum. Ces trois pièces osseuses sont solidaires les unes des autres par des synchondroses. La première, c'est la synchondrose manubrio-corporeale entre manubrium et corps du sternum, et la synchondrose corporéo-xiphoïdienne entre corps du sternum et processus xiphoïde. Sur un sujet maigre, il est facile de palper sous la peau de la paroi thoracique des crêtes transverses qui se succèdent à la surface du corps du sternum. 3 ou 4 crêtes transverses peuvent être ainsi facilement repérées. L'autre structure, l'autre relief osseux facilement palpable, c'est l'incisure jugulaire. C'est cette concavité tout à fait crâniale par rapport au manubrium sternal qui sera palpée à la base du cou sur la ligne médiane. Cette incisure jugulaire sera palpée entre l'extrémité médiale des deux clavicules qui viennent s'articuler avec le manubrium sternal au niveau des incisures claviculaires. Très proche de cette fossette qui recevra la clavicule, il existe une autre incisure, celle qui va recevoir l'extrémité médiale de la première côte, incisure costale numéro 1. L'incisure costale de la deuxième côte sera à cheval sur la synchondrose manubrio-corporeale. Viennent ensuite, en dessous, l'incisure de la troisième, quatrième, cinquième et sixième côte. L'incisure de la septième côte sera elle aussi à cheval sur deux structures osseuses, à cheval sur la synchondrose corporéo-xiphoïdienne. Entre chacune des incisures costales, il existe d'autres concavités moins marquées que l'on appelle les incisures intercostales. Cette succession d'incisures costales et intercostales forme les dents de scie de la lame du glaive.
Voici maintenant une vue latérale du sternum sur sa face gauche, représentant les trois pièces du sternum, le manubrium sternal, le corps du sternum et le processus xiphoïde. La synchondrose manubrio-corporéale est marquée par un angle dit angle sternal. Cet angle est un angle obtus ouvert vers l'arrière. Le corps du sternum et le processus xiphoïde sont par contre dans le même plan. Voici maintenant la position des incisures intercostales qui s'interposent donc entre chacune des incisures costales. Voici maintenant sur la même diapositive les deux faces du sternum représentées avec les différentes insertions qui viendront s'appuyer sur le sternum. La partie gauche montrera donc les insertions musculaires sur la face ventrale du sternum et la partie droite sur la face dorsale du sternum. L'insertion musculaire la plus crâniale sur la face ventrale est celle du muscle sternocléido-mastoïdien, et à ce niveau, il s'agit plus précisément de l'insertion du chef sternal. La deuxième insertion musculaire sur le manubrium, face ventrale toujours, puis sur la face antérieure du corps du sternum, est celle du muscle grand pectoral. Il y aura donc une insertion manubriale dit chef manubrial et une autre sur le corps du sternum dit chef corporéal. L'insertion musculaire suivante se fait cette fois sur le processus xiphoïde. Il s'agit d'une insertion très étroite, de très petite surface, c'est celle du muscle droit de l'abdomen. Sur la face dorsale maintenant, l'insertion la plus crâniale est celle du muscle sternocléido-yoïdien. En dessous, très proche, on retrouve la zone d'insertion du muscle sterno-thyroïdien, toujours sur le manubrium sternal. Enfin, à la face dorsale, deux autres insertions, tout à fait au tiers inférieur du corps du sternum, on trouve l'insertion du muscle transverse du thorax, et à la face dorsale du processus xiphoïde, une des insertions du muscle diaphragme. Cette insertion s'appelle la partie sternale, et en l'occurrence sur ce schéma, la partie sternale gauche du diaphragme. Voici maintenant l'assemblage des vertèbres thoraciques et en avant du sternum avec ses trois pièces osseuses, et entre ces deux ensembles osseux, la succession des arcs des côtes. Cette diapositive est là pour montrer la classification des côtes. Il y a chez l'homme 12 côtes de chaque côté. On va donc les montrer maintenant sur ce schéma. On marque ici la position de la première vertèbre thoracique, la seconde, et tout en bas du schéma la position des vertèbres thoraciques 11 et 12. Vous remarquerez que pour ne pas surcharger le schéma, seules les côtes de 1 à 10 seront représentées sur la partie gauche, et les deux dernières côtes, 11 et 12, seront représentées sur la partie droite. Chaque côte est constituée d'une partie osseuse, c'est l'os costal, et d'un cartilage costal qui est une pièce plus médiale et plus ventrale qui va attacher l'os costal au sternum. C'est cet ensemble, os plus cartilage, qui forme la côte. Voici la première côte,
la seconde, et le schéma représente donc, encore une fois, sur la partie gauche, les 10 premières côtes. La côte 11 et 12, les côtes 11 et 12 n'apparaissent qu'à droite. On parle de côtes vraies pour les côtes de 1 à 7. Et on parle de fausses côtes pour les côtes de 8 à 10. Parce que si vous observez ce schéma, vous verrez que les côtes de 1 à 7 sont directement attachées au sternum, alors que les côtes de 8 à 10 sont attachées par leur cartilage au cartilage costal précédent et non pas au sternum. Enfin, on parle de côtes flottantes pour la 11e et la 12e côte, puisque ces deux côtes n'ont jamais d'attache ventrale vers le sternum ou les côtes précédentes. On peut également décomposer l'ensemble des côtes en côtes sternales, ce sont les côtes de 1 à 7, c'est-à-dire les côtes qui sont attachées au sternum, et les côtes asternales de 8 à 12 qui ne sont pas directement solidarisées au sternum ou qui restent flottantes. Cette diapositive va montrer maintenant que les côtes auront une inclinaison variable depuis la partie crâniale jusqu'à la partie caudale du thorax. Cette notion va apparaître sur cette radiographie simple du thorax, qui est un profil droit du thorax, où l'on reconnaît à droite de la diapositive la succession des constituants du sternum et à gauche l'empilement des corps vertébraux du rachis. Par superposition apparaissent les arcs costaux et voyez que plus une côte sera caudale, plus le plan de la côte aura une inclinaison importante vers le bas et l'avant, plus le plan d'inclinaison sera vertical. Ceci est symbolisé ici par ces 4 lignes qui montrent 4 niveaux successifs de côte. Sur cette vue crâniale d'une côte droite, attachée à une vertèbre thoracique, nous allons pouvoir faire apparaître les différentes parties de la côte et surtout les courbures d'enroulement et de torsion de la côte. On parle de tête costale au niveau où la côte vient s'articuler avec le corps vertébral par une facette articulaire. À la suite de cette tête costale, il existe un étranglement, un rétrécissement osseux qui forme le col de la côte. Vient ensuite une seconde facette articulaire destinée à être posée sur le processus transverse de la vertèbre. Cette facette articulaire est surplombée par un petit tubercule qui apparaît sur le dessin. La côte a initialement une trajectoire qui la dirige en dehors et vers l'arrière jusqu'à l'angle costal. À partir de l'angle costal, la côte va comme s'enrouler pour former la cage thoracique. Le segment suivant, c'est donc le corps de la côte qui va partir de l'angle costal former la rondeur de la cage thoracique et ramener l'extrémité sternale de la côte vers le cartilage costal qui l'attachera soit au sternum, soit à la côte sous-jacente. Il y a donc pour chaque côte une courbure d'enroulement. C'est encore une fois celle qui va former
le relief de la cage thoracique, la forme de la cage thoracique. Mais on décrit également une courbure de torsion. En effet, chaque côte, fixée en arrière en 2 points à la vertèbre, est comme tordue sur ce point fixe de 180 degrés en dedans. Si vous repérez maintenant la position de ces 3 points rouges à la surface de la côte, voyez que celui qui est le plus dorsal, le plus haut sur la diapositive, est situé sur l'arête dorsale de la côte. Si vous poursuivez cette arête, elle va s'enrouler et basculer progressivement de 90 degrés en dedans jusqu'au 2e point rouge qui est au tiers moyen du corps de la côte. À ce niveau, le point rouge est donc situé exactement au-dessus de la côte. Puis, si l'on poursuit la palpation de cette arête costale, il y aura encore une rotation de 90 degrés en dedans jusqu'au prochain point rouge qui sera, lui, sur le bord médial de la côte. Il y a donc bel et bien une torsion de 180 degrés sur elle-même. Enfin, cette diapositive permet de faire apparaître dès à présent l'axe de rotation de la côte, qui est un axe symbolisé ici par cette double flèche rose, qui est un axe orienté vers l'arrière et en dehors. C'est sur cet axe que la côte va s'abaisser ou se relever, et c'est par ce mécanisme-là que nous pourrons expliquer les mouvements respiratoires du thorax. Cette diapositive vous montre maintenant la position de chaque côte dans la cage thoracique. Voici l'exemple d'une côte gauche qui apparaît depuis son extrémité sternale vers la droite jusqu'à son extrémité rachidienne vers le haut. Voyez que l'extrémité sternale est systématiquement plus caudale que la tête de la côte. Voici maintenant une diapositive qui va insister sur les rapports entre une côte et le rachis. Et sur cette vue de face du rachis présentant 2 vertèbres thoraciques successives, on rajoute l'extrémité postérieure d'une côte pour montrer que la tête costale va s'articuler avec 2 vertèbres successives, mais que par contre la facette articulaire transversaire ne va s'articuler qu'avec une seule vertèbre thoracique. Voici donc une côte choisie au hasard, qui sera une côte de niveau X, et voici les 2 vertèbres thoraciques X-1 et X qui seront concernées par ces rapports costo-vertébraux. Voici colorées les 3 facettes articulaires qui vont permettre l'attache de la côte sur le rachis. Il faut retenir le théorème suivant, que chaque côte de niveau X va s'articuler avec les facettes transversaires et corporéales crâniales de la vertèbre qui porte le même numéro que la côte, c'est-à-dire la vertèbre X, et s'articulera avec la facette corporéale caudale de la vertèbre sous-jacente, c'est-à-dire la vertèbre X-1. Ce schéma fait apparaître également cette double flèche rose qui symbolise l'axe de rotation de la côte. C'est autour de cet axe que la côte pourra se relever et s'abaisser. Voyez que cet axe passe par les facettes corporéales et transversaires de la côte. Cette diapositive va maintenant animer la côte
par rapport au rachis, et donc insister sur la mécanique de cette articulation. Nous retrouvons symbolisé ici une vertèbre thoracique à droite et sur la partie gauche de la diapositive une vue supérieure de la côte positionnée par rapport au corps et au processus transverse de la vertèbre. On montre tout d'abord l'emplacement de l'angle costal qui sera en fait le point fixe de ce mouvement. On rappelle la position de l'axe de rotation de la côte par cette double flèche rose. Voyez maintenant quelle est la distance entre l'arc moyen de la côte, c'est-à-dire le corps de la côte, et la ligne médiane. Cette distance, lorsque la côte est en position abaissée, correspond à la distance petit d. Lorsque la côte va se relever, donc devenir plus horizontale, cette distance entre le même point de la côte et la ligne médiane sera la distance E. Vous le voyez, la distance augmente lorsque la côte se relève. D est donc largement inférieur à la distance E. Nous allons montrer différemment quelle sera la conséquence de l'abaissement et du redressement d'une côte. Et pour cela, nous utilisons cette vue de face qui présente au centre un corps vertébral thoracique et de chaque côté une côte de niveau identique. Du côté gauche, la côte est en position abaissée, à droite, la côte est en position redressée, horizontalisée. La partie gauche correspond à la position respiratoire de l'expiration. Les côtes sont donc plus verticales. À droite, il s'agit d'un mouvement inspiratoire. La côte est donc plus horizontale. L'horizontalisation des côtes et des cartilages va avoir des conséquences quant à la dimension de la cage thoracique, au diamètre de la cage thoracique. Il faut retenir que la distance du cartilage costal est une distance constante. Elle est marquée par la double flèche petit a sur les deux côtés de la cage thoracique. Ainsi donc, la distance entre l'extrémité sternale de la côte et le sternum est une distance fixe, inextensible. Maintenant, si l'on considère la distance entre l'extrémité sternale de la côte, petit b, en position verticale, et la distance entre l'extrémité sternale de la côte et la ligne médiane en position horizontale, petit c, voyez que cette distance varie, que la distance petit c est plus importante que la distance b. C'est-à-dire que malgré le fait que la distance petit a soit fixe, on va malgré tout écarter la côte de la ligne médiane. Cela va également être sensible sur le diamètre de la cage thoracique. Voici les distances petit d, c'est la largeur du thorax en expiration, et la distance petit e, c'est la largeur du thorax en inspiration. Ainsi donc, la distance petit e est considérablement plus importante que la distance petit d, avec là encore une distance petit a qui est fixe. L'expiration va donc
diminuer le diamètre de la cage thoracique, l'inspiration va augmenter le diamètre de la cage thoracique. Voyons maintenant quel va être l'effet du mouvement des côtes sur le rachis au niveau du sternum. Voici un schéma très simple qui est une vue latérale de la cage thoracique qui ne retient que la première côte et la dernière côte articulées sur le sternum. Voyez que le relèvement des côtes fait remonter le sternum et semble le propulser vers l'avant. Ainsi, lorsque les côtes s'horizontalisent lors de l'inspiration, le diamètre antéro-postérieur de la cage thoracique va considérablement augmenter. Une translation verticale du sternum et une translation sagittale du sternum sont donc constatées facilement lorsqu'on observe un mouvement respiratoire. Nous allons maintenant montrer quelles sont les structures musculaires qui vont compléter les parois osseuses et cartilagineuses qui ont été mises en place. Ces structures musculaires vont fermer les espaces entre les côtes, qu'on appelle les espaces intercostaux. Et c'est l'ensemble de ces muscles intercostaux qui font l'objet maintenant des diapositives qui suivent. Il y a 12 côtes et il y aura donc 11 espaces intercostaux. Voici un agrandissement d'une vue latérale droite de la cage thoracique destiné à insister sur les deux premières côtes, K1 et K2. Nous marquons sur ce schéma un plan de coupe AA' qui apparaît maintenant sur la partie droite de la diapositive. Voici donc les deux côtes, K1 et K2, sectionnées dans ce plan de coupe. À la coupe, les côtes apparaissent comme des os aplatis et sont donc symbolisées par ces deux ellipses. On repère maintenant l'extérieur de la cage thoracique et l'intérieur de la cage thoracique. À l'intérieur de la cage thoracique, la face de chaque côte s'appelle la face pleurale, puisque c'est elle qui sera au contact de la cavité pleurale autour du poumon. On symbolise par cette ligne rose ici la structure de la plèvre. Les traits épais marrons sont là pour montrer la position des espaces intercostaux et surtout des muscles intercostaux. Chaque muscle intercostal aura donc une insertion crâniale qui se fera sur le bord inférieur de la côte supérieure et une insertion caudale qui se fera sur le bord supérieur de la côte inférieure. Voici une vue crâniale, une vue supérieure des deux premières côtes. Voyez déjà que la première côte est la plus petite de toutes les côtes et qu'elle est comme circonscrite dans la circonférence de la deuxième côte. Sur ce schéma, nous faisons apparaître la position du tubercule des deux côtes, la position du col des deux côtes et de la tête des deux côtes.
Puis, nous insistons sur la première côte qui porte à son bord supérieur, proche de son extrémité sternale, un tubercule facilement repérable à la palpation et qui va servir de zone d'insertion au muscle scalène ventral que nous aurons l'occasion d'étudier dans l'appareil musculaire du cou. Plus en arrière, il y a une zone très étalée qui correspond, toujours sur le bord supérieur de la première côte, à l'insertion du muscle scalène moyen. La première côte porte également sur sa convexité, au niveau de son tiers moyen, l'insertion du muscle dentelé antérieur. Enfin, son extrémité sternale porte une zone d'insertion pour le muscle subclavier. De part et d'autre du tubercule de la première côte, il existe un petit sillon. Chaque sillon, dorsal et ventral, correspond au passage d'un vaisseau. Le sillon dorsal correspond au passage de l'artère subclavière qui, du coup, va rejoindre le membre supérieur, comme cette flèche le symbolise. Le sillon ventral est celui de la veine subclavière qui, du membre supérieur, rejoint la région cervicale puis médiastinale. La deuxième côte porte une zone d'insertion pour le muscle dentelé antérieur au niveau de son arc moyen. Un peu plus en arrière, on retrouve la zone d'insertion du troisième des muscles scalènes, c'est le muscle scalène dorsal. Puis, encore plus dorsalement, on retrouve la zone d'insertion du muscle surcostal. Sur la convexité de la côte, l'insertion du muscle dentelé dorsal et crânial. Et enfin, sur la concavité de la deuxième côte, lorsqu'on l'observe par sa face crâniale, on retrouve l'insertion caudale des muscles intercostaux du premier espace. Voici les deux premières côtes vues par au-dessus, vue crâniale, et voici maintenant le premier espace intercostal comblé par le muscle intercostal qui s'appuie donc sur les deux premières côtes. Voici une vue inférieure, c'est-à-dire la face caudale des côtes 1 et 2. C'est également la face pleurale de chacune des deux côtes qui apparaît. À ce niveau, sur la première côte, au niveau de sa convexité, on retrouve la zone d'insertion crâniale des muscles intercostaux du premier espace. Et sur la convexité de la deuxième côte, on retrouve les insertions crâniales des muscles du deuxième espace intercostal. Voici une vue caudale des deux premières côtes, avec le premier espace intercostal comblé par la structure musculaire des muscles intercostaux. Nous sommes ici au niveau des faces pleurales des deux premières côtes. Nous allons maintenant détailler la structure musculaire de l'espace intercostal. Cette structure musculaire comporte deux muscles intercostaux, internes et externes, et nous insistons ici sur le muscle intercostal interne.
Pour cela, on utilise un schéma qui est une vue de 3/4 droit de 2 côtes successives de la cage thoracique, avec en arrière l'appui sur les vertèbres et en avant les fixations sur le sternum. Le muscle intercostal interne est un rideau musculaire qui va donc combler tout l'espace entre les deux côtes. Les fibres musculaires du muscle intercostal interne sont obliques de haut en bas et d'avant vers l'arrière, comme le symbolise cette flèche en pointillé. À la partie tout à fait dorsale de l'espace intercostal, les fibres musculaires disparaissent pour être remplacées par une simple membrane intercostale interne, donc un tissu fibreux qui s'interpose entre les deux côtes. Cette vue de 3/4 droit de 2 côtes successives nous montre maintenant le muscle intercostal externe, qui est donc le deuxième constituant musculaire de l'espace intercostal. Ce muscle va lui aussi combler tout l'espace intercostal. La direction de ces fibres est opposée à celle du muscle intercostal interne. Les fibres sont obliques de haut en bas et d'arrière vers l'avant, comme cette flèche le symbolise. À la partie tout à fait ventrale de l'espace intercostal, les fibres musculaires s'estompent puis disparaissent pour être remplacées par une membrane intercostale externe, un tissu fibreux tendu entre les deux niveaux de côte. Voici maintenant l'ensemble des muscles intercostaux schématisés sur cette vue de 3/4 droit de 2 côtes successives. Dans la concavité de la cage thoracique apparaît le muscle intercostal interne et sur la partie convexe, donc l'extérieur de la cage thoracique, on peut faire apparaître les muscles intercostaux, le muscle intercostal, externe. Notez l'opposition de direction des fibres musculaires. Nous allons, sur la diapositive suivante, présenter des coupes de l'espace intercostal à 3 niveaux. L'une au niveau du col des deux côtes, l'autre au niveau du corps des deux côtes, et enfin une troisième coupe au niveau des cartilages costaux. Voici donc 3 coupes successives d'un espace intercostal quelconque, l'une passant par le col de la côte, l'autre le corps de la côte, l'autre le cartilage costal. Pour chaque coupe, la partie gauche de la coupe correspond à la face externe de l'espace intercostal et la partie droite à la face interne de l'espace intercostal. Voici donc les 3 niveaux de coupe et on peut déjà noter que la forme de la côte change en fonction du niveau de coupe et qu'en particulier, au niveau du corps de la côte va être déformée à son bord caudal pour se creuser en gouttière et nous verrons plus loin l'importance de cette gouttière sous-costale. Nous allons marquer tout d'abord le muscle intercostal interne, puis le muscle intercostal externe. Au niveau de la coupe passant par les cartilages, le muscle intercostal externe est remplacé par la membrane intercostale externe. Inversement, en arrière, au niveau de la coupe passant par les cols
des côtes, la membrane intercostale interne remplace le muscle intercostal interne. Sur les deux coupes de gauche, nous pouvons faire apparaître maintenant le paquet vasculo-nerveux intercostal, c'est-à-dire l'ensemble artère, veine et nerf intercostal. Voyez que sur la coupe de gauche, celle des cols de côte, le paquet vasculo-nerveux est compris entre le muscle intercostal externe et la membrane intercostale interne. Qu'au niveau de la coupe des corps des côtes, le paquet vasculo-nerveux est compris dans un dédoublement du muscle intercostal interne. Enfin, ce paquet vasculo-nerveux est plaqué dans la concavité de la gouttière sous-costale. Le paquet vasculo-nerveux disparaît de la coupe passant par les cartilages costaux et nous expliquerons pourquoi un peu plus loin dans le cours. La structure de la côte et la structure de l'espace intercostal est donc faite pour protéger ce paquet vasculo-nerveux intercostal. Le protéger essentiellement des traumatismes de la cage thoracique. Au niveau des cols de côte, il existe donc dorsalement un très important appareil musculaire dorsal qui protège les côtes et donc qui protège le paquet vasculo-nerveux. Par contre, au niveau du corps de la côte, ce paquet vasculo-nerveux intercostal est très exposé au traumatisme. C'est cette gouttière sous-costale qui va protéger ces éléments nobles. C'est également le dédoublement musculaire qui protège ces éléments nobles. Ces notions sur la topographie de l'espace intercostal vont avoir une importance clinique pour vous, puisque chaque fois qu'il y aura à réaliser une ponction à travers la paroi thoracique, une ponction de la plèvre ou du poumon, comme le symbolise cette flèche, cette ponction par une aiguille devra toujours être réalisée au bord supérieur de la côte inférieure, comme pour racler le bord supérieur de cette côte. Car si la ponction est réalisée au bord inférieur de la côte supérieure, la ponction pourra blesser l'artère, la veine ou le nerf intercostal. Voici maintenant une diapositive qui va insister sur la circulation artérielle de la paroi thoracique. Cette pièce de dissection représente la masse cardiaque prolongée crânialement par l'arche de l'aorte qui va se poursuivre par l'aorte descendante, à la fois thoracique et abdominale. Chaque espace intercostal va être parcouru par une artère intercostale. Les trois premières artères intercostales seront issues des deux côtés des artères subclavières. Voici cette représentation sur la partie gauche de l'anatomie du sujet et sur la partie droite. Les artères intercostales des niveaux 4 à 12 seront toutes des artères issues directement de l'aorte, sur les deux côtés de la cage thoracique. En plus d'une circulation artérielle dorsale qui provient soit des artères subclavières, soit de l'aorte thoracique, il y a pour la paroi thoracique une circulation artérielle
ventrale. On la fait apparaître sur cette vue latérale droite de la cage thoracique en mettant en place la section de la veine subclavière en bleu et de l'artère subclavière en rouge qui apparaissent toutes deux au bord supérieur de la première côte droite. Il y aura le même phénomène tout à fait symétrique pour la partie gauche du thorax. À partir de l'artère subclavière naissent les artères thoraciques internes, dont voici la trajectoire à droite. Cette artère est bel et bien à l'intérieur de la cage thoracique, elle apparaît donc par endroits en pointillés, elle est plaquée sur la face sternale des côtes et cartilages costaux. Parallèlement à cette trajectoire, on met en place maintenant la trajectoire de la veine thoracique interne, ici droite, qui va rejoindre la veine subclavière droite. On va montrer différemment ces deux trajectoires sur une vue dorsale de la paroi antérieure du thorax. C'est un schéma emprunté à Netter qui vous montre donc par en arrière le plastron du sternum, tous les cartilages costaux et les portions ventrales des côtes. C'est donc le muscle intercostal interne qui apparaît pour chacun des espaces intercostaux. Et ce schéma nous fait apparaître un élément musculaire qui avait été cité dans la morphologie du sternum et ses insertions musculaires, c'est le muscle transverse du thorax. Nous avons montré les insertions de ce muscle transverse à la partie basse du corps du sternum. Ce muscle transverse va s'étaler de façon radiaire par 3 ou 4 digitations qui vont le tendre jusqu'aux côtes numéro 2 à 6 ou numéro 3 à 6 comme le montre le schéma ici. Ce muscle transverse du thorax va partiellement masquer la trajectoire des vaisseaux thoraciques internes. C'est une notion importante quand on sait que l'artère thoracique interne est fréquemment utilisée en chirurgie cardiaque pour réaliser des pontages en cas d'obstruction des artères coronaires. Et ce muscle transverse du thorax peut donc gêner le prélèvement de ces vaisseaux en vue de pontage. Nous allons maintenant insister sur la circulation veineuse de la paroi thoracique et montrer comment toute la circulation veineuse de cette paroi va se drainer dorsalement dans un système de gros collecteurs veineux qui forment ce que l'on appelle le système azygos. Voici une vue de face de ces gros troncs veineux principaux de la cage thoracique qui sont situés de part et d'autre de l'axe du rachis. Le rachis est symbolisé sur ce schéma par un cylindre en pointillé et apparaissent donc ainsi les collecteurs veineux gauche et droit du thorax. Le collecteur veineux le plus important est la veine grand azygos, puisqu'on le voit sur ce schéma, elle va, tout en étant à droite, drainer également toute la circulation veineuse du thorax gauche. Cette veine grand azygos reçoit sur son bord latéral les veines intercostales des niveaux 4 à 12. Elle se termine par une arche ou arc azygos qui va ramener le flux sanguin de la région dorsale proche du rachis vers l'avant, vers plus exactement la face dorsale de la veine cave supérieure, veine cave crâniale, dans laquelle s'abouche la veine grand azygos. Au point le plus haut de cet arc azygos se termine la veine intercostale supérieure droite,
qui va drainer le sang veineux des espaces intercostaux 1, 2 et 3, à droite. Du côté gauche, le système est tout à fait différent, puisqu'il existe en bas du thorax à gauche une veine hémiazygos inférieure qui va drainer les veines intercostales des niveaux 8 à 12. Puis une veine hémiazygos supérieure qui draine les veines intercostales des niveaux 4, 5 et 6. Voyez que généralement, la 7e veine intercostale gauche se draine directement dans la veine grand azygos, en croisant la ligne médiane. Les deux veines hémiazygos supérieures et inférieures croisent également la ligne médiane pour se terminer dans la veine grand azygos. Enfin, la veine intercostale supérieure gauche qui draine les espaces 1, 2 et 3 à gauche se draine dans la veine hémiazygos supérieure et donc indirectement elle aussi dans la veine grand azygos. Voici maintenant une synthèse de la circulation sanguine de la paroi thoracique, montrant la circulation dorsale et ventrale, mais également les éléments nerveux qui vont occuper les espaces intercostaux. C'est une vue de 3/4 gauche qui montre deux côtes successives, avec, dans l'espace intercostal, les vaisseaux intercostaux, c'est-à-dire l'artère et la veine intercostale. Le schéma montre une coupe de l'aorte thoracique, ce cylindre rouge qui est situé sur le bord ventral gauche du corps vertébral. Le schéma montre également la position des vaisseaux thoraciques internes, ici à gauche, une artère et, pour le cas choisi, deux veines thoraciques internes. Le schéma montre également sur le flanc droit du rachis une coupe de la veine grand azygos, représentée comme un cylindre en bleu sur le schéma, et la veine qui lui est symétrique, c'est la veine hémiazygos, soit inférieure, soit supérieure selon le niveau choisi. On rajoute sur ce schéma vasculaire la position du nerf intercostal et nous aurons ainsi l'ensemble du paquet vasculonerveux intercostal, donc l'élément noble qui va parcourir toute l'hémicirconférence de l'espace intercostal. On rajoute enfin la chaîne sympathique thoracique. Cette chaîne nerveuse ganglionnée, verticale, qui est située au niveau des cols des côtes, qui est une chaîne ganglionnée puisqu'à chaque niveau du rachis, cette chaîne est déformée par une formation ganglionnée. De chacun de ces ganglions naissent des rameaux communiquant avec le nerf intercostal. Nous allons maintenant mettre en mouvement ces structures musculaires intercostales et montrer comment chacun des muscles intercostaux va participer à la respiration. On va symboliser le mouvement costal par ces quelques traits verticaux pour placer le rachis. Les traits obliques du schéma supérieur montrent deux côtes successives, verticalisées. Le schéma en dessous montre
ces côtes en position relevée, c'est-à-dire ces côtes sont horizontalisées. Nous allons prendre l'exemple des muscles intercostaux externes. Le trait noir épais rappelle la direction des fibres musculaires intercostales externes. Et nous nous rappellerons que les muscles intercostaux internes auront une disposition inverse et donc un effet musculaire opposé. Lorsque le muscle intercostal externe est au repos, ses fibres sont allongées, les côtes sont obliques, voire verticalisées. Lorsque le muscle intercostal externe va se contracter, ces fibres se raccourcissent, les côtes sont articulées sur le rachis par des points fixes, et nous avons insisté sur l'axe de rotation des côtes sur le rachis. Ainsi donc, un raccourcissement des fibres intercostales externes ne peut qu'horizontaliser les côtes. Notez maintenant que dans ce mouvement d'horizontalisation, la distance qui sépare les deux côtes n et n plus 1 est beaucoup plus petite que lorsque ces côtes sont horizontales. La distance grand H est donc bien supérieure à la distance petit h. Lorsque les côtes s'horizontalisent, c'est-à-dire lorsque le muscle intercostal externe se contracte, l'espace intercostal s'élargit. Et cela va donc participer encore à l'augmentation du volume de la cage thoracique.